Eh bien, écoutez, je suis bien content de vous retrouver ce soir pour un webinaire sur l'application concrète des neurosciences dans la prise en charge rééducative. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. On va avoir une présentation qui va durer à peu près 30 minutes et après, donc, vous aurez la possibilité de me poser des questions dans le chat et puis n'hésitez pas. Voilà, on y répondra donc à la fin. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite par cette présentation. Donc, sur les neurosciences et quelles applications pour la rééducation. Donc, les neurosciences, eh bien, le sujet est très vaste, hein, puisque les neurosciences, la définition, ce sont toutes les études scientifiques du système nerveux, tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement. Donc, c'est vrai que ces neurosciences ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment grâce à l'apport de l'imagerie et je pense à l'apport de l'IRM fonctionnel qui a vraiment été vraiment d'une aide assez importante pour la compréhension, notamment des schémas de connexion, de comment le cerveau va faire de la motricité, quel mécanisme il va mettre en place pour pouvoir répondre à des informations qui remontent. Et on va essayer de voir comment on peut se servir de tout ça dans notre rééducation. Donc ces neurosciences, quand peuvent-elles nous aider? Eh bien, elles peuvent nous aider quand, par exemple, je vous ai mis une liste non exhaustive, hein, mais nos patients présentent des difficultés, voire une impossibilité à monter et descendre les escaliers, n'arrivent pas à gagner de la force dans leur rééducation, notamment de ligamentoplastie. Des patients qui vont avoir aussi des gènes douloureuses qui perdurent. Vous allez avoir aussi des patients qui présentent des schémas d'élévation du bras complètement dysfonctionnels et qu'on a du mal à traiter. Des patients qui vont présenter aussi des tendinopathies récalcitrantes, des patients qui vont présenter des grandes appréhensions à la reprise après une traumatologie ou des gens qui se sentiraient toujours instables sur ça. J'ai mis une liste non exhaustive, mais de patients que l'on peut avoir assez fréquemment dans nos cabinets et qui peuvent des fois aboutir à des difficultés de prise en charge. Donc, la première partie va être consacrée au phénomène justement des inhibitions motrices, c'est-à-dire à ces problématiques de motricité, à comment le cerveau arrive à générer de la motricité. Donc, les inhibitions motrices, si l'on prend la définition, il faut bien comprendre que c'est un mécanisme adaptatif normal et essentiel qui permet au cerveau d'ajuster la motricité. Pour faire une bonne motricité, le cerveau va devoir à la fois actionner des muscles et en inhiber d'autres. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inhibition motrice, c'est un mécanisme normal du cerveau. Ce qui va devenir pathologique, c'est l'excès d'inhibition ou la mise en jeu, je dirais, d'une motricité dysfonctionnelle en réaction à soit des infos qui remontent, qui seraient pas le plus optimal possible, soit à des mécanismes de défense. Cette inhibition, non seulement elle peut toucher la qualité de la contraction d'un seul muscle, on parlera à ce moment-là de problèmes un peu plus analytiques, mais aussi perturber toute une gestuelle, donc un enchaînement d'activation temporelle de plusieurs muscles est nécessaire à la bonne réalisation d'un mouvement, et on parlera donc du coup d'inhibition plutôt fonctionnelle. Lorsque l'on a ces inhibitions motrices, l'enchaînement donc peut devenir complètement dysfonctionnel et le nouveau mouvement créé va devenir adaptatif avec ce que ça peut entraîner comme répercussion à distance. Donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vous ai mis un schéma de la commande motrice.
À savoir donc, pour pouvoir faire de la motricité, vous voyez sur le tableau en bas à gauche, nous avons d'abord des informations qui remontent à la partie sensitive du cerveau, qui est là pour les recueillir. Ensuite, en haut à gauche, le cerveau va analyser ces informations dans des structures comme le cortex préfrontal ou frontal. Et ensuite, ça va passer dans des structures que sont le ganglion de la base et le thalamus, qui sont les structures, si vous voulez, responsables de l'élaboration du brouillon de la motricité. Une fois que ça, c'est parti, et que c'est validé, ça va passer dans tout, vous voyez sur le côté droit, tous les schémas d'exécution de la commande motrice, toutes les structures dévolues à ça. Donc, vous avez comme le cervelet, le tronc cérébral, et puis ça descend jusqu'aux motoneurones musculaires. Donc, si on a un problème au niveau de ce schéma de commande motrice, donc ici sur le tableau à droite, si on a une section de nerf, si on a une section de moelle, si on a une rupture d'un muscle, voilà. Donc là, effectivement, la motricité est coupée et à part la cicatrisation, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ce qui nous intéresse, ce sont en amont, d'abord ces informations qui remontent, qui peuvent être, on va dire, pas le plus optimal possible. Et forcément, avec ces mauvaises informations, le cerveau va mettre en place une mauvaise motricité. Donc, on doit d'abord être sûr que toutes ces infos sensorielles sont de bonne qualité avant d'aller essayer de projeter plus loin notre investigation. Donc, à ce moment-là, on parlera d'inhibition motrice d'origine plutôt périphérique, à savoir donc toutes ces informations qui remontent. Mais une fois qu'on est sûr que tout ça est bien traité et qu'il reste toujours un problème d'excès d'inhibition motrice, on s'aperçoit qu'on peut avoir au niveau central, donc au niveau des ganglions de la base et le thalamus, le cerveau qui de lui-même peut dire non, moi je n'exécute pas ce mouvement ou je vais faire différemment parce que il y a eu une problématique. Donc là, vous pouvez retrouver pêle-mêle douleur, appréhension, blocage émotionnel qui peuvent faire le lit d'inhibition motrice d'origine centrale. Et là, c'est beaucoup plus complexe pour aller traiter ce genre de dysfonction car il faut aller directement travailler sur le cerveau. Donc là, je vous ai remis donc, ces deux visions qui concernent les régimes d'inhibition motrice. On parle aussi, vous le verrez aussi, de vision distale ou de vision proximale. Donc ces inhibitions motrices vont avoir des conséquences. Et toutes ces conséquences, ça va être autant de freins pour nous dans notre rééducation qui vont aboutir à des schémas compensatoires plus ou moins handicapants pour nos patients et qu'on va devoir essayer de traiter. Ces conséquences, ça forme finalement un vrai tableau clinique que l'on doit être capable de repérer afin de mettre en place un traitement adéquat. Donc, vous allez avoir une atrophie musculaire avec une baisse de la contraction maximale volontaire, c'est-à-dire des patients qui vont vraiment avoir des dysfonctions de recrutement musculaire avec des gens qui plafonnent sur de la prise de force, voire qui régressent des fois. Vous allez avoir ces patients, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont avoir des instabilités, je pense notamment au niveau de la cheville, qui perdurent. C'est-à-dire que toutes les infos, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, toutes les infos périphériques sont bonnes. On a traité le gonflement, la douleur, la mobilité, etc. Mais le patient va décrire qu'il y a toujours une instabilité de l'articulation. Vous allez avoir tout ce qui est retard de rééducation, des patients qui vont plus ou moins progresser au départ et puis finalement à un moment donné vont stagner, voire vont régresser, voire vont sortir du parcours de soins parce que c'est devenu trop douloureux ou ils ne progressent pas et donc du coup il dit voilà j'ai arrêté la kiné. Vous allez avoir, on a parlé donc toutes ces perturbations du schéma moteur de contraction et aussi ces patients donc qui vont décrire des douleurs, mais plutôt des douleurs on va dire plutôt d'origine mécanique à type de gemme. Je pense notamment aux tendinopathies récalcitrantes. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, nous allons voir quelles sont les possibilités de tester ces inhibitions motrices.
Donc, le diagnostic, il est important, bien sûr, en préambule, de réaliser un vrai diagnostic différentiel de ces inhibitions motrices, être sûr qu'on n'est pas en face d'autre chose. Il est basé sur un testing musculaire classique, mais auquel on va rajouter des sensations proprioceptives, et c'est ça qui va faire vraiment la différence d'un testing musculaire, vraiment d'un testing de force, où là, on va chercher plus à savoir si le cerveau arrive à bien recruter toutes les fibres musculaires du muscle concerné. Donc, le testing musculaire, c'est un testing musculaire classé de 0 à 5, qu'on peut retrouver notamment en neurologie, allant de 0 avec aucune évidence de contraction jusqu'à 5, une amplitude avec une résistance normale et un muscle normal. Mais ce qui va être important, et c'est ce que je vous ai dit, c'est de rajouter ce versant sensoriel, c'est-à-dire que quand on va faire le testing, tout de suite, sans induire, on va demander au patient, voilà, quelles sont vos sensations? Décrivez-moi, est-ce que vous avez des tensions, des gênes, des douleurs? Où est-ce que vous sentez que ça se contracte? Bien sûr, c'est un test qui va se faire en bilatéral par rapport au côté sein, et on va chercher vraiment à creuser au maximum de sensations, parce qu'après, ça peut nous aider, notamment dans la rééducation derrière. Donc, je vous ai mis deux exemples. Ici, le deltoïde. Donc, on va tester le deltoïde comme un break test. On va se positionner donc sur le côté latéral du patient. Comme vous voyez sur la photo, avec une main qui contrôle, une main qui teste, et on va faire un break test, et on peut le faire bien sûr sur les différents chefs du deltoïde, antérieur, moyen, postérieur, etc. Et donc de suite, on le fait donc généralement 2-3 fois. On ne dit rien, on demande au patient de vraiment se concentrer sur ses sensations. Qu'est-ce qu'il sent? Donc bien sûr, au départ, c'est souvent la force qui va être verbalisée en disant j'ai pas de force, etc. Mais voilà, ça ne nous suffit pas. Il faut aller essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. Donc on lui demande, voilà, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous avez des tensions, des gênes, des douleurs, des blocages? Voilà, si on fait faire un mouvement sur toute l'amplitude, voilà, au début, à la fin, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous avez des résistances, etc. Et bien sûr, l'important aussi, c'est la sensation de contraction. Où est-ce que vous sentez que ça se contracte? À quel endroit? Quelle est la différence par rapport à l'autre côté? Et là, vraiment, ce que vous allez avoir, ce sont des gens qui vont vous dire, voilà, de ce côté, je sens bien, ça se contracte à peu près ici, ok. Et de l'autre côté, j'arrive où j'ai moins de force, et puis je sens pas, ou c'est douloureux. Voilà, j'ai mal. Alors, donc, la douleur est un élément, bien sûr, dont on doit tenir compte, mais dont on ne doit pas se focaliser dessus. C'est-à-dire que, ok, vous avez mal, mais est-ce que vous sentez aussi que ça se contracte? Non, je sens rien. C'est un peu trop douloureux, etc. Donc ça, vraiment, ça va poser le diagnostic d'un problème vraiment de recrutement du cerveau au niveau musculaire, que bien le cerveau n'arrive pas à allumer toutes les fibres musculaires. Je vous ai mis aussi le testing, par exemple, du quadriceps. Le quadriceps, on peut le tester, bien sûr, sous différentes formes, mais là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est dans sa qualité de verrouillage. Est-ce que le patient est capable d'actionner son quadriceps pour verrouiller son genou? Donc, on va lui demander de faire une élévation de la jambe en extension avec contre-résistance, à peu près 45 degrés d'élévation. On cherche vraiment qui cible la contraction du quadriceps. Qu'est-ce qu'il sent? Pareil, est-ce que nous, visuellement, est-ce qu'on voit qu'il y a un flessum? Est-ce qu'il y a un déficit d'activation du quadriceps? Est-ce que ça se fait en 2 temps, etc., par rapport à l'autre côté? Voilà, qui signifiera qu'on a vraiment une baisse d'activation du quadriceps. Donc, ça, vraiment, là, vous allez retrouver beaucoup de ces sidérations du quadriceps, notamment post-traumatologique, que ce soit la chirurgie, le LCA, etc. Vous allez retrouver notamment dans la littérature beaucoup d'études sur cette sidération du quadriceps sous le terme d'AMI, Arthrogenic Muscle Inhibition, des anglo-saxons, voilà, parce que c'est quelque chose qui est maintenant bien décrit, avec donc ces problèmes notamment de flessum, où à la fois une sidération du quadriceps et une hyperactivité des ischio-jambiers que l'on de voir
que l'on va devoir traiter. Après, on peut tester le quadriceps suivant des modes beaucoup plus dynamiques. Donc, vous pouvez positionner le patient en bord de table, lui demander de tendre la jambe et de faire un test ou statique, ou dynamique concentrique, ou dynamique excentrique. Et pareil, le même principe, on le fait en bilatéral et on demande au patient quelles sont ses sensations par rapport à l'autre côté. Et vraiment, la clé, c'est la sensation de contraction. Est-ce que c'est la même d'un côté par rapport à l'autre? Donc souvent, vous allez retrouver des gens qui vont dire, je sens une partie, mais pas entièrement. Et bien sûr, c'est souvent le vaste interne qui va être le plus inhibé. Donc des gens qui vont dire, je sens sur l'extérieur de ma cuisse, mais à l'intérieur, je sens pas grand-chose. Alors que de l'autre côté, je sens que ça se contracte et ça se verrouille à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important d'aller rechercher ça parce que si jamais vous avez un mauvais recrutement musculaire, que le cerveau a décidé, par exemple, de ne recruter que 60% de ses fibres musculaires, vous aurez beau faire tout le renforcement du monde, vous obtiendrez que 100% de ces 60%. Et pour aller chercher les 40% que le cerveau n'arrive pas à allumer, il faut aller faire quelque chose. Ensuite, quand on a vu qu'on avait ce déficit analytique, il faut toujours aller faire un test plutôt fonctionnel pour voir si ça se retrouve dans la fonctionnalité. Donc, par exemple, pour quadriceps, vous pouvez faire un squat unipodal ou si le patient est capable de faire un saut unipodal pour voir les différentes phases, notamment de préparation, la phase d'envol, la phase de réception, voir si au niveau fonctionnel, ce quadriceps arrive à bien gérer le jeu. Quels sont les traitements qui existent? Eh bien, plusieurs possibilités sont retrouvées dans la littérature. Vous allez avoir les plateformes vibrantes oscillantes qui ont été décrites, et finalement, on s'aperçoit que ça a un temps un petit peu donné. Ça peut être intéressant dans l'illusion que l'on peut retrouver en neurologie pour donner l'illusion d'un mouvement, mais beaucoup plus difficulté, notamment dans une gestuelle. Ensuite, vous avez la cryothérapie qui va créer une diminution temporaire de l'inhibition motrice, dans laquelle derrière on va pouvoir avoir une fenêtre thérapeutique d'activation musculaire. Ça a été décrit par Rice en 2010, mais la fenêtre est assez courte, je crois qu'elle est de 30 minutes. Donc du coup, derrière, assez difficile d'aller travailler derrière ça. Vous allez avoir l'électrostimulation, bien sûr, que l'on retrouve dans la littérature, mais on sait que c'est efficace sur une courte durée, hein. Les bénéfices sont perdus 30 minutes après l'arrêt du traitement. Donc, on ne peut pas construire un travail de recrutement au niveau du cerveau sur l'électrostimulation. Déjà parce qu'il n'y a pas cet aspect cortiqué neuromoteur qui est actionné. Ça peut permettre de retrouver des sensations à un endroit, et puis ça peut permettre aussi en post-op immédiat de travailler sur ne pas perdre trop de trophicité au niveau des fibres musculaires, mais ça ne peut pas être un traitement de reprogrammation neuromotrice. Le biofeedback est intéressant. Donc, ça permet d'améliorer la puissance motrice, la récupération fonctionnelle. Donc, c'est ces appareils qui font maintenant à la fois électrostimulateur et puis analyse de données. Donc, permettre aussi avec un feedback qui peut être soit visuel, soit auditif, de retrouver une sensation de contraction. Sur des grosses inhibitions motrices d'origine centrale, par contre, on va se retrouver un petit peu assez limité. Et puis enfin, vous allez avoir donc la reprogrammation neuromotrice de la méthode Alian, il s'agit d'un procédé qui permet de travailler à la fois retrouver un automatisme moteur qui aurait été perdu, ou alors corriger un schéma qui serait complètement dysfonctionnel, ou alors, troisième cas de séances qui sont possibles, eh bien, c'est j'ai un geste qui est bon, mais je veux le rendre le plus optimal possible. Pour cela, on va se servir d'un triptyque basé sur à la fois la proprioception, comme on l'a vu juste avant, notamment au niveau du testing, c'est-à-dire que pour changer une motricité, il faut d'abord que le cerveau
prenne conscience que ce qu'il est fait n'est pas bon. Donc, il y a cet aspect-là de recherche de sensations, on va dire, proprioceptives négatives, de dire, voilà, ça fonctionne pas. Une fois qu'on a fait ça, on va se servir on va le coupler à l'imagerie mentale. Donc, l'imagerie mentale, eh bien, depuis ces fameuses études d'Anakawa sur l'IRM fonctionnel qui a montré que, eh bien, quand on imagine un mouvement, on allume à peu près 85% des mêmes schémas de connexion que si on faisait réellement le mouvement. On va se servir de ça pour que le cerveau retrouve le schéma de connexion qu'il n'arrive pas à faire de lui-même. Parce que bien sûr, le schéma de connexion de comment il arrive à activer le muscle, il n'a jamais disparu, hein, il est toujours présent dans le cerveau. Eh bien, on va se servir de l'imagerie mentale pour que on commence à faire retrouver au cerveau ce schéma de connexion. Et ça, on va aussi le coupler à un autre paramètre, une autre qualité neurofonctionnelle du cerveau qu'on appelle le crossover. C'est où on peut, à défaut d'ailleurs, je préfère ce terme de crossover que thérapie miroir des anglo-saxons, c'est-à-dire cette qualité neurofonctionnelle du cerveau de transposer les sensations d'un côté vers l'autre. On va se servir des sensations du côté sain pour montrer au cerveau, voilà, de ce côté tu fais comme ça, et bien de l'autre, tu vas essayer de le retrouver. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a retrouvé ce schéma de connexion et que le patient arrive à retrouver la pleine activation de son muscle, eh bien, il faut ancrer cette motricité. Parce que jusqu'à présent, on se retrouvait avec une grande variabilité dans les résultats de l'ancrage. C'est-à-dire qu'on va faire travailler les patients. Il y en a qui vont ancrer, il y en a qui vont pas ancrer, il y en a qui vont mettre du temps, il y en a qui vont mettre plus rapide, etc. Donc, on a vraiment une grande variabilité. Eh bien, il nous fallait quelque chose de plus pour pouvoir ancrer cette motricité. Et c'est là où va intervenir le troisième critique de la méthode Aliam, ce sont les sons. Donc les sons sont là pour deux choses, et il y a donc du coup deux types de sons. Nous allons avoir des sons dits pulsés, c'est-à-dire que ce sont des sons cycliques qui vont revenir toutes les 8 secondes. Ce sont des sons de basse fréquence, donc assez graves, qui vont permettre, si vous voulez, de mettre le cerveau du patient dans un certain état. Ce n'est pas de l'hypnose, le patient voilà, ne rentre pas dans un état hypnotique, il va rentrer dans un état qu'on appelle plutôt l'hypovigilance, c'est-à-dire c'est un état où le cerveau va être concentré sur une tâche et détaché un petit peu du monde extérieur. Donc c'est un état où on sait que par les études, eh bien, le cerveau va retenir plus de notions que dans un état normal. Et puis, on va faire choisir un son qu'on appelle aussi son associé ou son d'ancrage, qui va être choisi de façon totalement subjective par le patient et qui va l'accompagner dans son travail cognitif parce que eh bien, le cerveau, pour pouvoir ancrer des notions, va souvent l'associer à quelque chose. On appelle ça un engramme et là, on va se servir d'un stimulus auditif pour dire au cerveau, voilà, ça c'est intéressant, je le retiens, ça aussi c'est intéressant, je le retiens, etc. Et c'est cette compilation de facteurs qui vont faire que, eh bien, ce que l'on a retrouvé dans la séance de schéma de connexion, eh bien, le patient va l'ancrer dans son cerveau et ça va devenir pérenne. Il y a quand même des limites hein, à ces genres de séances, notamment en neurologie. Il faut une capacité cognitive pas trop dégradée. Il faut que le patient soit capable à la fois de comprendre les consignes, mais aussi de les verbaliser. Bien sûr, il ne faut pas d'attaque mécanique dans le sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il ne faut pas de section de nerfs, section de moelle. Hein, voilà, on fait pas repousser tout ça. S'il y a une rupture de continuité dans le schéma de la motricité, c'est pas, on ne le retrouvera pas là. Hein. Et ensuite, c'est les patients hyperalgiques dans le sens où eh bien, il n'y a aucune autre sensation que la douleur. Le patient n'est pas capable de verbaliser ses sensations de contraction, ses tensions, ses gènes. Il n'y a que la douleur qui est présente et là, voilà, ça sera trop compliqué de faire ce genre de séance. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, hein, mais qu'il y a besoin sûrement de faire mettre en place un traitement antalgique dans un premier temps avant de pouvoir faire ce genre de séance. Donc, je vous ai mis un cas que j'aime bien mettre. C'est la première séance que j'ai faite. Vous voyez, cette patiente sur la gauche qui vient et qui a
après avoir tapé dans un sac, ça fait un art martial et a eu une grosse douleur au niveau du genou et se retrouve avec ce schéma complètement dysfonctionnel de marche, avec des grosses douleurs au niveau des genoux et qui, je vais vous le remettre pendant que je parle, et qui eh bien, a fait tous les examens possibles imaginables, que ce soit radio, écho, IRM, etc. Et rien n'est retrouvé, aucune atteinte. Comme je vous l'ai dit, voilà, au niveau périphérique, tout fonctionne. Il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Et elle se retrouve avec ce schéma, vous voyez, en valgus de genou important, avec des grosses douleurs au niveau du genou, puisqu'elle est, elle est sous morphinique depuis un an. Donc voilà, ce qu'on s'est aperçu en faisant le testing, le diagnostic, c'est qu'elle avait une inhibition motrice majeure du quadriceps qui n'arriverait pas à contrôler les genoux, ainsi qu'une inhibition motrice, et ça on le retrouve assez fréquemment, du moyen fessier au niveau de la contrôle de la stabilité du bassin. Donc on a travaillé ça sur une séance et voilà le résultat obtenu à l'issue de cette première séance. Donc vous voyez, avec un meilleur contrôle du genou. Alors bien sûr, hein, tout n'est pas parfait, il faut continuer à travailler, mais on a un meilleur contrôle du genou. Surtout les douleurs ont disparu. Elle arrive à contrôler son genou et elle a pu franchir un palier, parce que c'est ça en fait le but de ce genre de séance, c'est faire franchir un palier à nos patients et qu'ils reprennent le cours de leur rééducation derrière. Le cas patient numéro 2, c'est une épaule, donc je vous ai mis aussi un membre supérieur. Donc c'est un patient qui a eu une fracture de la tête humérale avec une chute à moto et qui se retrouve 5 ans après avec 2 opérations de l'épaule. Et vous le voyez à gauche, avant la séance, une limitation de l'amplitude active depuis 5 ans et voilà, son chirurgien n'a plus grand-chose à lui proposer. Chez un patient qui quand même était assez sportif, donc vraiment difficile psychologiquement pour lui de se retrouver dans cet état-là. Et donc, vous avez par la suite, après la séance, donc un gain d'à peu près une cinquantaine de degrés en une seule séance. Voilà, c'est assez, même si j'aime pas trop ce terme, bluffant, dans le sens où on se demande comment on peut gagner autant. Ça est même des fois un petit peu suspicieux. Euh, Ça n'est pas magique, hein. Il faut bien comprendre le phénomène, c'est-à-dire que le cerveau n'arrive pas à actionner pleinement le muscle pour lever le bras, mais la mobilité est là, hein, passivement. Le patient a une mobilité qui est libre, hein. Si on est bloqué, si on a un cal osseux, faut pas s'attendre à avoir ce genre de séance si vraiment la capsule est rétractée ou on a un cal osseux, etc. Donc là, on est vraiment sur un problème purement de motricité et le cerveau, même si ça fait longtemps, va retrouver ce schéma de connexion et se le réapproprier directement. Donc il y a un effet un peu on-off qui est surprenant, mais pas magique et assez neuroanatomique, de se dire que voilà, une fois qu'il l'a retrouvé, il arrive à le faire perdurer. Donc vous avez pas mal d'études qui sont en cours et qui ont été faites, notamment des cas séries, des études cliniques. Ici, vous avez une étude clinique sur 14 patients qui souffraient justement de déficit d'élévation antérieure de l'épaule, qui a été réalisée par ma collègue Anne-Laure Chatin, ainsi que le fondateur de la méthode, Paul Eurochenko. Donc, on voit que les gains en une moyenne de 1,3 séances sont assez importants. Donc ça, c'est un poster qui avait été présenté au Congrès national de la SFMKS. Moi-même, j'ai présenté donc au Congrès de l'ECOCEP à Athènes en novembre les premiers résultats d'une case series fait par Tiffany Dossaros et François Gabriel à la clinique Santi de Lyon sur des atteintes post-chirurgie du genou avec des personnes qui avaient des flessomes et on voit que les gains sur une séance sont à peu près de 41% sur des électromyogrammes de surface au niveau du quadriceps ainsi qu'une réduction moyenne de 9 degrés du flessum. Donc des résultats assez importants. Vous avez aussi des possibilités de traitement sur la lombagite chronique
notamment sur la mobilité, la kinésiophobie, etc. Donc, ça, c'est très intéressant. En neurologie, il y a une publication de ma collègue spécialiste sur l'apport de cette technique dans la prise en charge de la spasticité. Voilà, donc bien écoutez, si ce sujet-là vous intéresse, si vous avez envie donc de trouver des praticiens à Liane près de chez vous pour envoyer certains de vos patients, vous pouvez retrouver sur le site Aliane une cartographie avec tous les praticiens. Il y en a maintenant 150 en France sur cette cartographie, ou si vous voulez vous-même vous former ou devenir un praticien Aliane, eh bien, vous pouvez, pareil, aller sur le site Aliane et vous retrouver toutes les informations. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous allons passer donc aux questions tout de suite. N'hésitez pas, si vous avez aussi des questions plus tard, vous pouvez toujours les poser aussi sur le site d'Aliane. Je vais d'abord couper ma caméra, mais je reste en audio avec vous et je vais donc répondre aux questions que vous vous posez. Alors, une première question. Bonjour. Alors, une première question. Pouvez-vous rapidement réexpliquer le schéma de la reprogrammation neuromotrice? Alors, est-ce que il s'agit du schéma de la commande motrice? Personne peut me répondre. Alors, il y a pas mal de questions sur les étudiants kinés, sur l'attestation. Il faut aller sur le site d'Aliane. Ils vous fourniront tout ça. Je me permets de préciser, vous pouvez envoyer vos attestations à l'adresse mail m.charvet@aliane.com. Je vous la mets dans le chat. Merci. Merci Maureen. Donc sur le schéma de la reprogrammation neuromotrice, je pense que c'était le schéma de la commande motrice. Donc pour vous dire que effectivement, nous avons d'abord des informations pour faire de la motricité. Nous avons des informations qui remontent au niveau du cerveau jusqu'à la partie sensitive. Et ensuite, eh bien, ces infos vont être analysées dans la partie frontale du cerveau, qui va les transmettre ensuite au ganglion de la base et au thalamus. Une fois que eh bien, ces structures ont analysé, eh bien, que le brouillon a été réalisé, elles valident et ça part dans les schémas d'exécution de la commande motrice. Et donc, effectivement, c'est là où on va avoir ces problématiques où soit on a les infos qui remontent qui sont pas bonnes, et là, eh bien, il faut eh bien, traiter d'abord en amont toutes ces inhibitions motrices d'origine périphérique, soit eh bien, vous allez avoir une inhibition motrice d'origine centrale qui va perturber et que l'on va devoir traiter, notamment en reprogrammation neuromotrice.
Alors, bonjour, pouvons-nous travailler dans les pathologies telles que la sclérose en plaques, le Parkinson? Oui, alors bien sûr que l'on peut travailler, chère Stéphanie, sur ce genre de pathologie. En fait, on va définir à chaque fois un objectif de séance au préalable avec le patient. Qu'est-ce qui le perturbe le plus actuellement? Ça va être dans toute l'anamnèse de la séance, ce que l'on va rechercher. Et eh bien, ça peut être à la fois quelque chose de vraiment très fonctionnel ou de la gestuelle ou de l'activation. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on peut à la fois travailler de l'activation, mais aussi du relâchement. Donc, on peut très bien baser une séance que sur du relâchement, mais le travail sera le même. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les sensations proprioceptives au lieu que ça soit des sensations proprioceptives d'activation, ça va être des sensations proprioceptives de relâchement que l'on va devoir retrouver au niveau du cerveau et que le patient va ancrer et retrouver par lui-même. Donc c'est quelque chose de très très intéressant pour pouvoir traiter ce. Bien sûr, on ne traite pas les maladies, hein, on ne guérit pas, mais on va accompagner le patient le plus longtemps possible dans son quotidien pour faire en sorte qu'il soit le plus fonctionnel possible. Bonjour, je ne comprends pas comment sans antenne centrale, moelle épinière et encéphale, on peut jouer sur les voies pyramidales et donc l'inhibition. Alors, euh, là, ce qu'on va faire quand on fait ce genre de travail, en fait, on est sur des voies accessoires sensorielles qui vont permettre au cerveau de retrouver le chemin du schéma de connexion. Donc, quand on parle de voies pyramidales ou de voies extra-pyramidales, on va pas travailler sur la motricité, si vous voulez, l'action de la commande motrice. Ce qu'on va chercher à travailler, c'est directement sur le cerveau au niveau des schémas de connexion cérébrale. Donc quelque chose de vraiment plus central. Bonjour, alors ça c'est la question auquel j'ai répondu. D'un point de vue rééducation oculaire, voyez-vous un potentiel marge de progression thérapeutique en lien avec les basses fréquences? Alors, ce qui est intéressant, moi je me suis penché il y a pas longtemps, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas bien, donc je suis allé voir quelqu'un qui était spécialisé dans effectivement la vision en fait ce qu'on rencontre, c'est ce qui est important, c'est la prise d'information. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ces infos sensorielles qui remontent, est-ce qu'elles sont le plus optimales possible? Et là, on s'aperçoit qu'on peut avoir des déficits. Donc lui, ce qu'il me disait, et je trouvais ça vraiment très intéressant, c'est que quand on prend une structure, on doit d'abord, donc si on prend l'œil, on doit d'abord être sûr que la structure fonctionne bien. Donc on va objectiver si on n'a pas un problème au niveau de l'œil en lui-même. Donc aller voir un ophtalmologiste. Une fois qu'on est sûr que la structure fonctionne bien, eh bien on va voir aussi si la structure les structures qui actionnent l'œil fonctionnent bien aussi. Donc ça veut dire les muscles, le nerf, est-ce qu'on n'a pas une atteinte à ce niveau-là? Au niveau structurel là aussi. Donc à ce moment-là, on peut aller voir un neurologue, on peut aller voir un orthoptiste, etc. Faire ce genre de travail en parallèle, hein, bien sûr. Et puis dernière étape, c'est comment le cerveau se sert de l'œil. Et là aussi, donc, il y a des choses très intéressantes de fait qui peuvent avoir un lien avec notre type de prise en charge en reprogrammation neuromotrice. Les deux exemples que vous avez présentés ne présentaient pas d'atteinte centrale. Alors, tout dépend ce que vous appelez atteinte centrale. Si c'est atteinte centrale au niveau structurel, à savoir une lésion au niveau central, au niveau cérébral, dans ce cas-là, non, il n'y a pas d'atteinte centrale. La problématique, c'est une inhibition motrice d'origine centrale, c'est-à-dire que c'est le cerveau de lui-même, si vous voulez, qui va décider par rapport aux infos qui remontent,
d'inhiber le mouvement, mais sans atteinte structurelle. C'est pour ça que c'est compliqué souvent de faire comprendre aux gens à quoi ça correspond, parce que il y a des gens, par exemple, qui viennent nous voir en disant bien, je viens parce qu'on m'a dit que voilà, mon blocage il était dans la tête. Donc, je leur dis, écoutez, si ça peut vous rassurer, oui, quelque part, c'est dans votre tête, c'est-à-dire que c'est puisque votre cerveau se trouve dans votre tête, c'est votre cerveau qui va créer cette inhibition motrice déficitaire. Et c'est là que c'est compliqué, notamment aussi quand on en parle dans les congrès, etc. C'est qu'il n'existe pas de terminologie bien définie de ce type de pathologie. C'est-à-dire que on pourrait parler d'inhibition motrice dysfonctionnelle. Le terme d'AMI qui est beaucoup dévolu au genou, on pourrait, notamment au quadriceps, on pourrait le transmettre. C'est-à-dire que l'AMI, la définition, c'est le déficit d'activer complètement un muscle durablement dans le temps. Donc ça, on se rend compte que c'est une véritable pathologie fonctionnelle. C'est-à-dire que vraiment un problème de recrutement, si vous voulez, neuromoteur. Mais il ne faut pas le voir comme une atteinte structurelle. C'est une atteinte vraiment fonctionnelle.